Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre pour cette nouvelle session d'information du 14 janvier 2022. Il sera question dans ce 13h du compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu hier 13 janvier. Selon le ministre en charge de la sécurité, 12 personnes sont toujours en détention en ce qui concerne la tentative de déstabilisation de l'État burkinabé. D'autres points ont été également abordés, entre autres le report des élections municipales de mai 2022 et la confirmation de cas de grippe aviaire dans certaines régions du Burkina Faso. Les détails dans ce journal. Dieudonné Ouattara a officiellement pris fonction ce 12 janvier 2022. Pour le nouveau dirigeant de la police nationale, ce nouveau mandat sera placé sous le signe de la cohésion entre les différents corps de la police. En plus de Dieudonné Ouattara, cette passation de commandement a réuni le ministre de la Sécurité et le directeur de la police sortant. Nous rendrons également au Mali un retour sur l'actualité qui en ce moment divise les citoyens maliens. Eh bien, il s'agit des sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali, des sanctions dénoncées par le mouvement Yerawolo, car pour ces derniers, la France serait derrière ces sanctions prises par la CEDEAO. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 13 janvier sous la présidence du chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Au menu de ce conseil, le point des investigations sur la tentative manquée du coup d'État. Des militaires et des civils auraient été interpellés, 12 personnes sont toujours en détention selon le ministre en charge de la sécurité. Et en ce qui concerne le report des élections municipales de mai 2022, repoussé à une date ultérieure, la question a fait l'objet de communication orale lors de cette rencontre. Enfin, sur le plan sanitaire, on a la confirmation de cas de grippe aviaire dans certaines régions du Burkina Faso. Et c'est un compte rendu de Serge Kaboré. 15 personnes, dont des militaires et des civils, ont été interpellées dans le cadre de la tentative de déstabilisation de l'État burkinabé. C'est ce qui ressort du compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce 13 janvier au palais de Kosiam. À ce jour, selon le ministre en charge de la sécurité, 12 personnes sont toujours en détention. Cette action judiciaire qui a été décidée par le procureur militaire fait suite à une dénonciation d'un militaire qui aurait été contacté par un groupe d'individus pour rejoindre le groupe pour mener des actions de déstabilisation contre les institutions. Ces interpellations ont été conduites par la gendarmerie nationale et au jour d'aujourd'hui, donc depuis hier, point de situation, fait état de 15 personnes qui ont été déjà interpellées, au nombre desquels 10 militaires, 2 officiers, 7 sous-officiers et militaires du rang, et 5 civils. Et à l'issue des premières auditions, 3 personnes ont été relaxées, dont 2 civils et un militaire. Donc ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il y a encore 12 qui sont toujours en détention préventive pour les besoins de l'enquête. Initialement prévues pour se tenir en mai 2022, les élections municipales ont été repoussées à une date ultérieure. La question a fait l'objet de communications orales au cours du Conseil des ministres. Vous vous rappelez qu'on avait reporté les élections municipales au mois de mai 2022, mais ce matin, très tôt, le ministre a eu une réunion avec les différents acteurs chargés, impliqués dans le dialogue politique, le comité de suivi. Et donc, ils se sont entendus sur le fait que, compte tenu de la situation actuelle, il faut être raisonnable et reconnaître qu'on ne pourra pas respecter les élections pour le mois de mai 2022. Mais le comité a décidé de se retrouver le 25 janvier pour décider de la formule par laquelle on pourra organiser les élections ou pas. Le Conseil a aussi été informé par le ministre en charge des ressources animales et halieutiques sur des cas de grippe aviaire dans certaines localités du Burkina Faso. Nous avons pu observer à travers
nos services techniques vétérinaires de forte mortalité, donc de volailles dans les élevages et dans certaines localités du pays. Et des prélèvements ont été faits et des analyses ont été effectuées aussi bien au Burkina, donc au niveau donc, du laboratoire national. Et également, des échantillons ont été envoyés à l'extérieur, au niveau donc, du laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et ces analyses, et nous avons reçu donc, les résultats et qui confirmaient donc, nos suspicions quant à la grippe aviaire et cause donc, de ces mortalités. Et pour freiner la propagation de la grippe aviaire, en plus des dispositions qui avaient déjà été prises, un plan de riposte a été présenté au Conseil. À noter qu'à ce jour, il n'existe pas encore de médicaments contre cette maladie qui touche principalement les oiseaux sauvages et la volaille. Et puis toujours au cours de ce Conseil des ministres de ce 13 janvier, le ministre en charge de la communication a fait un rapport sur une étude au sujet de la stratégie de communication du gouvernement au Burkinabé. Au terme de ce rapport qui a été examiné par le gouvernement, 5 recommandations ont été soumises à l'appréciation du Conseil dans l'optique d'améliorer la stratégie de communication des autorités burkinabé. Extrait. La première des recommandations, c'est l'adoption d'un organigramme type de direction de la communication et la presse ministérielle. Parce que l'étude a révélé qu'on n'avait pas le même type d'organisation. Donc aujourd'hui, il s'agit donc d'harmoniser l'organigramme au niveau donc des différentes DCPM. Deuxième recommandation, c'est la mise en place d'une cellule et d'un dispositif de communication en temps de crise. Et vous savez qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir une telle organisation. Donc une cellule sera mise en place qui va être activée à chaque fois que de besoin. Et le dispositif donc va être rodé pour qu'on ne soit pas pris en train de courir après l'information, mais d'anticiper par rapport à, donc, aux différentes situations. Troisième point, c'est l'adoption d'une charte graphique nationale. Quand vous regardez les en-têtes des différents ministères, on ne sent pas une harmonisation. Donc le Conseil a instruit le ministre en charge de la préoccupation de travailler avec la grande chancellerie afin qu'on puisse avoir donc une charte graphique nationale. Quatrième point, c'est la question du branding pour l'image du Burkina Faso, au niveau national évidemment, mais surtout au niveau international. Et là également, ils vont aller chercher les valeurs qui nous sont propres pour faire en sorte effectivement qu'on puisse avoir un branding qui valorise notre image, l'image de notre pays à l'international. Enfin, c'est la cinquième recommandation, c'est le plan donc, de formation de l'ensemble des acteurs. Parce que c'est un dispositif nouveau, et il y a nécessité que les différents acteurs soient formés. Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en linguistique et doctorant en sciences du langage à l'école doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communication de l'Université Joseph Kizerbo, le nouveau dirigeant de la police est connu. En effet, nommé en conseil du mercredi 5 janvier 2022 comme directeur général de la police, Dieudonné Ouattara a été installé dans ses fonctions ce 12 janvier 2022. La passation de commandement qui a réuni le ministre de la Sécurité, le directeur de la police sortant et celui entrant s'est tenu devant le nouveau siège de la direction de la police nationale. L'ambiance de la cérémonie dans ce reportage signé Fatimata Nikema. C'est un cérémonial de passation de commandement entre le directeur général de la police nationale sortant, le ministre en charge de la sécurité et le tout nouveau directeur général de la police nationale. Dieudonné Ouattara, le nouveau dirigeant de la police nationale et contrôleur général de police, et était jusqu'à ce jour le secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Il dit placer son nouveau mandat sous le signe de la cohésion entre les différents corps de la police. Nous avons une mission que nous devons assumer en collégialité et ce qu'il faut faire,
il s'agit d'abord de pouvoir cultiver cette cohésion au sein du corps. On a bien dit que l'union fait la force et il s'agira effectivement d'être aux côtés des hommes, pour pouvoir mener correctement nos missions et qu'il n'y ait pas effectivement de distance. Je pense que cette cohésion passera effectivement par le rapprochement du commandement avec les hommes sur le terrain pour vraiment mener ce que nous avons comme mission. Né le 31 mai 1974 à Bobo Dioulasso, celui qui commande désormais toute la police nationale burkinabé est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en linguistique et doctorant en sciences du langage à l'école doctorale lettres sciences humaines et communication de l'université Joseph Kizerbo. L'ensemble à mon commandement. Après avoir participé à plusieurs travaux sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, le nouvel homme fort de la police nationale compte travailler d'arrache-pied pour une contribution efficiente du corps de la police à la lutte contre l'insécurité dans le pays. Ma mission sera d'engager les forces de police de façon soutenue auprès des autres frères d'armes pour pouvoir faire face à l'hydre terroriste. Vous savez qu'il y a une stratégie de lutte contre le terrorisme où effectivement chaque corps doit jouer sa partition et la police nationale sous ma houlette s'engage effectivement à jouer sa partition dans en tout cas la mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Son prédécesseur Jean Bosco Kienou, appelé à d'autres fonctions, a dirigé la police nationale de 2017 à 2022. Inspecteur général de police, il est nommé conseiller technique. Le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC a réuni la presse hier 13 janvier afin de dresser le bilan de sa participation à la deuxième session parlementaire consacrée au vote du budget 2022 et à la première session extraordinaire de l'année 2021. C'est un bilan satisfaisant que les députés Amadou Diko et ses camarades ont traduit aux hommes de médias. Durant ces sessions, le groupe parlementaire UPC a également donné ses voix pour l'adoption de plusieurs projets. Les détails, c'est avec Mami Driana Kamabou. Au cours de la première session extraordinaire de l'année 2021, 2 lois ont été adoptées. Il s'agit de la loi portant prorogation de l'état d'urgence et celle portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public et privé au Burkina Faso. Le groupe parlementaire UPC a donné sa caution pour l'adoption de ces 2 projets de loi. À cette conférence de presse, l'Union pour le progrès et le changement évoque les raisons de sa participation dans l'adoption de ces lois. Nous sommes allés à la mouvance dans le cadre de la question de la réconciliation nationale et dans le cadre également sécuritaire, parce que nous avons, après nos analyses, nous nous sommes dit le moment n'est pas là, n'est pas de jouer des questions politiciennes, mais le moment est venu de régler une question et c'est la question sécuritaire. Donc aujourd'hui, notre question est une question de solidarité, est une question de cohésion sociale, est une question de cohésion politique pour également aller pour combattre l'hydre terroriste. L'UPC a aussi participé au débat et à l'adoption de 12 autres projets de loi lors de la deuxième session ordinaire de l'année 2021, parmi lesquels celui portant budget de l'État, exercice 2022. Les députés du groupe parlementaire de l'UPC ont par ailleurs formulé des recommandations et interpellé le gouvernement sur l'utilisation rationnelle et efficace des ressources allouées. Tous ces 3 temps-là, nous avons été présents. Et dans le contrôle du gouvernement, vous avez dû remarquer que nous avons joué notre partition à l'Assemblée nationale en préparant parfois des questions osées au Premier ministre, bien que nous soyons donc de la majorité présidentielle. Donc nous n'avons pas failli à ce devoir-là. Nous avons été présents, nous n'avons manqué à aucun rendez-vous. On peut vraiment se satisfaire de notre participation donc, à ces premières années donc, de législature. Les députés du groupe parlementaire UPC ont mené d'autres activités sur le plan national, notamment les journées de redevabilité auprès des populations de régions du centre-nord, du centre-sud, du centre et du sud-ouest.
Le bureau d'analyse et d'études stratégiques relance le débat sur l'ECO, la monnaie unique indépendante de la CEDEAO. Ce bureau a organisé ce jeudi 13 janvier une conférence publique sur les implications du passage du franc CFA à l'ECO. Leur objectif étant d'identifier les implications économiques, géopolitiques et diplomatiques pour le Burkina Faso et réfléchir aux mesures pour tirer meilleur profit de cette monnaie. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. Alors que le lancement de la monnaie unique indépendante de la CEDEAO dénommée ECO est annoncé pour 2027, le bureau d'analyse et d'études stratégiques relance les débats sur les implications du passage du franc CFA à l'ECO à travers cette conférence publique. L'intérêt est d'identifier ces implications qui sont à la fois d'ordre économique, politique et diplomatique et réfléchir aux mesures que le Burkina Faso pourrait prendre pour tirer meilleur profit de cette monnaie. On intègre une zone économique beaucoup plus large, 386 millions de consommateurs alors qu'on était à 80 millions. Donc naturellement, en termes d'opportunités, pour nos opérateurs économiques, pour toute la population, cela est naturellement est dans l'intérêt du pays. Mais bien sûr, cela a également des défis, puisque c'est un espace qui va être beaucoup plus concurrentiel. Selon le conférencier, le professeur Ousseini Ili, l'une des implications économiques du passage du franc CFA à l'ECO est qu'elle entraînera une indépendance monétaire des pays membres vis-à-vis de la France. Oui, sur le plan monétaire, naturellement, puisque vous savez que le CFA dans lequel nous sommes aujourd'hui est plus ou moins, en tout cas sa gestion implique énormément la France, ce qui est décrié par une bonne partie de l'opinion. Et maintenant, le passage à cette monnaie régionale va naturellement mettre la France à l'écart. Et on pourrait dire qu'en tout cas au plan régional, il y a une indépendance, mais au plan individuel, naturellement, cette indépendance n'existera pas puisqu'il faut gérer cette monnaie de manière communautaire avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon le conférencier, le professeur Ousseini Eli, l'une des implications économiques du passage du franc CFA à l'ECO est qu'il entraînera une indépendance monétaire des pays membres vis-à-vis de la France. La France est un acteur majeur au niveau de l'UEMOA et le franc CFA est un instrument majeur de la politique française à l'intérieur de l'UEMOA pour ses intérêts. Et donc, voir cet instrument-là disparaître, naturellement, ce n'est pas de gaieté de cœur pour les Français. Donc, il est clair que dans l'ombre, les Français travailleraient à la retarder ou en tout cas à le faire échec. Et également au niveau interne, tous les acteurs ne sont pas au même niveau d'appréciation des intérêts. Vous avez des grands pays comme le Nigeria qui semblent être plus ou moins indifférents. Parce que le Nigeria, lui seul, est une région, donc le projet ne semble pas véritablement emballer le Nigeria. Cette conférence publique s'inscrit dans les missions du Bureau d'analyse et d'études stratégiques, à savoir développer et promouvoir l'intelligence économique, conduire des études et des réformes d'ordre stratégique et mener des réflexions sur des thématiques dites intelligentes. Après les sanctions infligées contre le Mali lors du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO et l'UEMOA, les contestations ne cessent d'augmenter. Au Burkina Faso, partis politiques et organisations de la société civile dénoncent les agissements des chefs d'État. La COPABF, coalition des patriotiques africains, section Burkina, est remontée contre le président du Faso pour s'être associé à des sanctions dites impopulaires. La COPABF invite donc Roch-Marc Christian Kaboré à se raviser et un ultimatum est donc tombé demandant au chef de l'État burkinabé une clarification de sa position vis-à-vis du Mali. C'est un reportage signé Michael Tougri. Les sanctions des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA passent difficilement du côté de la COPABF. Face à la presse, cette organisation de la société civile est montée au créneau pour dénoncer l'attitude des chefs d'État, plus particulièrement celle de Roch-Marc Christian Kaboré. Selon la COPABF, le Burkina Faso et le Mali forment une communauté de destin et le peuple malien est libre de mener sa transition en fonction de ses aspirations, sans aucune injonction d'un regroupement dit de syndicats de chefs d'État, s'insurge la COPABF. Le Mali est dans son droit. Le Mali est dans son droit de faire ce que le peuple lui recommande. La transition également est dans son droit de donner le nombre d'années qu'elle veut pour pouvoir rétablir la sécurité au Mali. Donc,
Pour ce qui concerne les chefs d'État, nous savons que c'est la France encore qui est derrière cela. Et aujourd'hui, ça continue. C'est l'aboutissement effectivement de ces pressions sur le Mali là, que nous voyons aujourd'hui à travers ces sanctions de ces chefs d'État qui sont à la solde du pouvoir français. Et donc nous pensons que c'est illégitime et nous nous positionnons contre cela. La COPABF invite donc le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à se démarquer des sanctions contre le peuple malien. Un ultimatum lui est même donné jusqu'au 21 janvier dans la soirée pour se raviser. Faute de quoi, la COPABF invite la population à manifester pour apporter son soutien au Mali malgré la décision du ministère en charge de l'administration territoriale de suspendre toute manifestation sur l'ensemble du territoire burkinabé. À partir de cette date de la conférence de presse jusqu'au soir du 21 janvier, qu'il se démarque officiellement, qu'il dise clairement au peuple burkinabé qu'il n'est pas derrière cette sanction de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le peuple malien. Sans quoi, nous appelons effectivement le 22 matin à ce que toute la population burkinabé, tout le monde puisse se mobiliser derrière cette date-là. Nous allons faire une marche au niveau du Burkina Faso et dans les différentes zones. On demande au peuple de ne pas sortir. On interdit au peuple de manifester. Jusqu'à quand? Ça n'a pas été dit. Donc nous pensons que c'est caduc et nous n'allons pas respecter cela. Depuis l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré pour son second mandat à la tête du Burkina Faso, la crise sécuritaire s'est davantage dégradée avec un nombre croissant de personnes déplacées internes. Et face à ce ras-le-bol des Burkinabés, la COPABF dit soutenir toute initiative visant à redonner au Burkina Faso toute son intégrité territoriale et la lutte contre la corruption, devenue de plus en plus galopante sous le régime Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà pourquoi. Et puis toujours en rapport avec cette situation, on assiste à un bras de fer entre la CEDEAO et le Mali où la population ne serait qu'une victime collatérale. Suite aux lourdes sanctions infligées au Mali par la CEDEAO, les autorités maliennes ont répliqué en imposant les mêmes sanctions aux pays membres de la CEDEAO au nom du principe de la réciprocité. Il s'agit notamment de la fermeture des frontières terrestres et aériennes ainsi que de la suspension des transactions bancaires et commerciales. Des sanctions dénoncées par le mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Écoutons donc ce reportage de notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Prise lors du sommet extraordinaire du 9 janvier par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les sanctions qui pèsent désormais sur le Mali divisent le pays. Dans les rues de la capitale Bamako, il y a ceux qui ne trouvent pas des mots assez durs pour condamner ces sanctions. Pour le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, un mouvement qui manifeste régulièrement contre la présence militaire française au Mali, c'est la main de la France qui est derrière les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Nous le confirmons, la CEDEAO est tout simplement sous ordre de la France. Macron l'a dit, Yves Le Drian l'a dit, Florent Parly l'a dit. Tant que les autorités maliennes n'acceptent pas de faire ce que la France demande, la France va tout faire pour isoler le Mali. La France va tout faire pour sanctionner le Mali et nous sommes là aujourd'hui. En réponse aux sanctions de la CEDEAO, notamment de fermer les frontières avec le Mali, les autorités de la transition ont riposté au nom du principe de la réciprocité. Pour cet enseignant-chercheur spécialiste des questions économiques, en décidant de fermer les frontières maliennes, le gouvernement malien a oublié un détail. Mais je pense que le fait de dire nous fermons au nom de la réciprocité nos frontières avec les États de la CEDEAO qui nous ont sanctionnés, pour moi c'était une erreur et je ne pense pas qu'ils aient pensé à l'aspect où on laisse passer les produits de première nécessité, les médicaments, les hydrocarbures, la réserve. La réserve du Mali en termes d'hydrocarbures, c'est 2 semaines, pas plus. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'hydrocarbures dans les stations d'essence, c'est tout le Mali qui s'arrête. C'est les militaires qui ne sont pas approvisionnés au front. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le cadre d'échange des partis politiques invite les autorités de la transition à s'inscrire dans la voie de la recherche du consensus et de l'unité et de ne pas rompre les contacts avec la CEDEAO et l'ensemble des partenaires du pays. Lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu lundi 10 janvier, le gouvernement a appelé les Maliens à manifester sur toute l'étendue du territoire le vendredi 14 janvier.
Il était absent lors du premier match des étalons. Vous le savez, il s'agit de Kamou Malo qui a fait son grand retour hier en cette phase finale de la CAN. En fin de course, le sélectionneur voit ses poulains l'emporter 1-0 face au Cap-Vert. Une victoire qui permet donc aux étalons du Faso de conserver toutes leurs chances de qualification pour le second tour de la compétition. Notre correspondant sur place, Bessogré John William Somda. Je pense que c'est une première pour moi. Alors, ça n'a pas été facile. On avait également besoin de cette victoire pour rester vivant dans cette compétition. C'est ce que les enfants ont su faire. Tout le mérite leur revient. Quand on revoit tout ce que nous avons traversé comme péripéties, c'est les garçons à féliciter. Alors vous voyez que nous ne sommes pas la seule équipe qui gagne à l'arraché. Alors c'est une compétition où tout le monde est préparé pour la gagner. Alors si vous gagnez à une courte échelle, il faut s'en féliciter et continuer simplement la tête haute. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Bon, en deuxième mi-temps, vous savez que dans pareille circonstance, vous menez que 1-0. Il y a ce stress qui, en tout cas, a envahi mes garçons. Vous avez vu qu'on a joué un peu avec les freins à main, de peur de se faire rattraper. Et tout ça, ça fait partie de l'expérience. Alors, j'ai des jeunes garçons dans la gestion du match, c'est pas aussi simple que ça. Alors, donc, c'est l'apprentissage, c'est la dure loi comme ça. Il faut le prendre avec beaucoup de philosophie. Mais en tout cas, ils sont à féliciter. Déjà, compte tenu de l'adversaire dans ces circonstances, sans en encaisser, je pense que c'est un match propre de compétition. C'était Kamou Malo, sélectionneur des étalons, au micro de John William Somda. Eh bien, un consortium de structures spécialisées dans l'événementiel a organisé un village afin de permettre aux Burkinabés de suivre la CAN sur écran géant. C'est également un cadre d'épanouissement pour le public qui va s'étendre sur la période de la CAN. Une initiative portée par 4 organisations réunies avec pour objectif de mettre la joie dans le cœur des Burkinabés à travers ce cadre convivial autour de la CAN 2021. Les initiateurs étaient face à la presse ce 12 janvier 2022 pour inviter les populations à venir y suivre les matchs. Un reportage de Abdoulrahim Ndiaye. Durant toute la période de la CAN, ici à l'espace de la mairie de Bogodogo, un dispositif spécial pour permettre aux amoureux du foot de suivre les matchs en direct. En plus de l'écran géant, des plateaux d'animation avec des stands de nourriture et de boissons seront installés sur le site. Une initiative portée par 4 organisations réunies avec pour objectif de mettre la joie dans le cœur des Burkinabés à travers ce cadre convivial autour de la CAN 2021. Donc l'écran que vous voyez déployé, c'est un écran exotique, c'est un écran de 36 mètres carrés. De dernière génération. On a voulu vraiment mettre le paquet pour offrir aux Burkinabés du haut niveau. Tous les matchs de la CAN vont être diffusés. En plus de cela, nous prévoyons des animations entre les mi-temps, des animations le soir, avec des jeux. Il y aura des promotions, des jeux à gagner, des lots à gagner, des jeux. Voilà, c'est vraiment de pouvoir apporter un peu de réconfort et de faire vivre la passion du football au Burkinabé. C'est vraiment le principal enjeu, c'est ce qui nous motive. Le consortium regroupe Karma Conseil, Déco International, Biza Production et Exotique avec l'accompagnement d'autres partenaires tels que Canal+ et Orange Burkina. La création de ce consortium pour la circonstance témoigne de la capacité des Burkinabés à travailler ensemble, selon la directrice de Karma Conseil. On entend beaucoup de critiques, on dit les gens aiment aller en singleton. Nous, on veut prouver que les jeunes Africains peuvent aussi travailler ensemble et réussir des choses ensemble. Donc, c'est vraiment dans un esprit de transparence, c'est dans un esprit sain et c'est dans un esprit de fraternité, de collaboration qu'on a décidé de façon spontanée d'aller ensemble et de travailler ensemble parce qu'il y a une confiance entre nous, parce qu'on se connaît et parce qu'on est sûr qu'ensemble on va être plus fort. Le consortium annonce pour les jours à venir un quiz à travers son partenaire Orange Burkina, un jeu de questions-réponses qui à la fin va se solder par un tirage au sort pour désigner les gagnants des lots composés entre autres de motos, de smartphones et d'une villa.
Ici s'achève cette édition. Je vous invite à méditer sur ce proverbe africain qui dit « Le mystère attire toujours la curiosité ». Sur ce, bon vendredi à toutes et à tous.